La pollution de l'air en Afrique représente aujourd'hui le risque numéro 1 en matière de santé publique. Selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'exposition aux particules fines, à la fois dans l'environnement ambiant et dans les habitations, provoque environ 7 millions de décès prématurés chaque année. Comment lutter contre la pollution de l'air en Afrique? C'est le thème de cette émission. Bienvenue à tous et surtout, bienvenue à Monsieur Doumbia Yaya. Il est le vice-président de l'ONG Salubrité et Hygiène. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous dans ce studio, Monsieur Koulibaly Aboubakar. Il est le secrétaire général de l'ONG ALSI, qui est l'association de lutte contre l'insalubrité. Merci d'être venu. Merci. Avec vous, messieurs, nous parlerons de la lutte contre la pollution de l'air. Nous verrons les enjeux et les défis. La première question pour vous, Monsieur Koulibaly Aboubakar. À quel moment est-ce qu'on dit que l'air est pollué? Pour nous, pour parler de l'air vraiment pollué dans la mesure où si dans l'air contient beaucoup de particules de CO2 et puis des déchets d'usine qui ne sont pas traités. D'accord. Voilà. D'accord. Le disant ainsi, moi, la question que je pose à M. Doumbia Yaya, est-ce qu'en Afrique, l'air est pollué? Peut-être que ce n'est pas une question à poser, mais je la pose tout de même. Si, bon, je dirais oui, l'air est pollué en Afrique, puisque nous sommes en deuxième position sur le plan mondial. Après l'Asie, c'est l'Afrique. Voilà. Et cette pollution est due aux véhicules, puisqu'en Afrique, nous n'avons pas de grandes industries comme l'Asie. Voilà. Chez nous, en Afrique, c'est les véhicules qui ont plus de 30 à 40 ans, qui dégagent des gaz d'échappement qui sont vraiment, vraiment dangereux pour la santé. D'accord. Avant d'aller plus loin, revenons sur l'ALSI, votre organisation. Quelles sont les initiatives que vous prenez? C'est vrai que vous parlez de salubrité et tout ça, je veux dire, c'est lié. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain vis-à-vis, enfin, pour la population, pour que la population soit consciente des risques environnementaux qu'elle encourt? Bon, déjà, nous avons eu des actions, amené des actions vis-à-vis des bouillages. Nous avons éboué, nous avons nettoyé les rues et puis avec l'accord des populations et puis l'aide de tout un chacun, des jeunes de certains quartiers que nous avons organisés pour pouvoir nettoyer complètement vraiment les quartiers, rendre ça très vraiment propre. D'accord. Vous organisez, vous décidez d'aller dans un quartier pour curer les caniveaux, mais quand vous finissez, les jours après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les populations suivent l'exemple donné ou vous retrouvez les mêmes ordures dans ces endroits? Justement, c'est à là que je vais en venir après, parce que quand on finit, il faut un suivi. Et quand il y a l'envie, ceux qui sont partants, qui ont vraiment l'envie de nous aider, quand il y a des volontaires, nous pouvons les former et puis nous faire suivre, parce que le curage d'un caniveau, par exemple, s'il n'est pas suivi après, forcément il y aura des dégâts. Donc il y a des jeunes qu'on va recruter, qu'on va former et qu'on fait suivre ces caniveaux-là. D'accord. Au niveau de l'ONG Hygiène, Salubrité et Hygiène, vous menez des actions sur le terrain. Si, qu'est-ce que vous constatez? Bon, le problème, c'est la mentalité. J'insiste dessus parce que quand on passe dans les quartiers, l'ONG Salubrité et Hygiène, ça fait pratiquement 17 ans que nous sommes là. Depuis le 24 novembre 2004, l'ONG Salubrité et Hygiène existe. Nous avons fait des sensibilisations, comment utiliser les déchets domestiques, comment utiliser trucs, comment on appelle ça, comment je dirais là, comment classer voilà, les ordures. Mais après nos passages, quelques temps après, quand on repasse, on voit que non, les gens ne respectent pas ces normes. Les gens ne respectent pas. Bon, en tant qu'ONG, nous continuons la sensibilisation. On sensibilise toujours. On espère que non, ces personnes-là aient au moins une bonne mentalité. D'accord. Après 17 ans de lutte, 17 ans d'action de terrain, est-ce que ça a un peu évolué? Si, ça a évolué un peu, puisque tout le monde n'est pas, on n'a pas les mêmes comportements. Certaines personnes ont compris, comme notre dernière opération, c'était une école de Port-Boué à Abattoir, l'école BAD et coopération française. Nous avons sauvé ces deux écoles des ordures. Il y avait des tas d'ordures dans ces écoles-là. C'était l'ONG Salubrité Hygiène, mais la Fédération des ONG de Port-Boué, FOHP,
D'accord. Voilà. D'accord. Puisque nous sommes en train de parler de pollution de l'air, et ça a un lien avec les ordures, parce que les ordures dégagent, bien évidemment, des odeurs nauséabondes qui ont certainement de l'influence, et vous allez nous le dire. Mais rentrons dans les causes, ou du moins les facteurs de la pollution de l'air. Monsieur Koulibaly. Bon, déjà, moi, je vais peut-être accuser peut-être tout petit peu nos sœurs ménagères et puis aussi la population, et puis nous-mêmes, notre personne, parce que vraiment, il faut reconnaître que l'Afrique, elle est difficile. D'accord, donc on va aller pas à pas. Voilà. Hein, on va parler de pollution domestique. Donc nos mamans, nos sœurs qui sont au contact avec les ordures ménagères. Quand, par exemple, comme il a dit le frère, les ordures ménagères domestiques, c'est des ordures qu'on ne peut pas, on ne peut pas dire qu'on ne va pas les avoir. Ça, c'est obligatoire qu'on va les avoir. Mais il faut on en produit des tonnes d'ailleurs. Voilà, il faut les classer, il faut les différencier. Il faut peut-être, pourquoi pas suivre l'exemple des blancs. Il faut mettre des sachets d'ordures à part, c'est que le reste de nourriture dans un autre bocal. Et puis essayer de différencier un peu. Peut-être il y a des ordures qu'on peut recycler et qu'on a besoin de recycler. Parce qu'aujourd'hui, ça va nous permettre aussi de sauvegarder notre nature. Donc il y a des ordures que nous allons recycler et ces ordures, on peut les mettre à part, puis les trier. Maintenant, il y a des ordures qu'on ne peut pas recycler, il y a des ordures qu'on va utiliser pour d'autres fins. Donc il faut différencier les ordures et puis essayer de faire des bols qu'on peut vraiment différencier. Et puis quand Ecoburning vient, les structures agréées viennent pour le ramassage, cela va les faciliter la tâche. D'accord, donc nous sommes pour l'instant sur la pollution domestique. Donc les dames à la maison, il faut qu'elles apprennent. Donc vous proposez des solutions. Mais allons toujours sur les causes de la pollution. Tout à l'heure vous parliez des véhicules. Quel est le problème que posent ces différents véhicules? Ces véhicules, quand un véhicule vient en Afrique, généralement, elle a plus de 10 ans ou plus même. Il y a des véhicules qui viennent en Afrique ici qui étaient âgés de plus de 30 ans. Plus de 30 ans qui viennent, on les met en marche en Afrique ici. On les met à moindre coût, c'est le business. C'est le transport, les taxis, les autres véhicules. Ça dégage un gaz. Et je crois les années 2003, 2004, 2005, à Djamé, on ne pouvait pas respirer de l'air pur à Djamé la journée. C'était impossible à cause des gaz. Mais aujourd'hui, je tiens à remercier nos gouvernants qui font un bon travail pour le moment, je dirais, puisque aujourd'hui, on n'a pas trop de problèmes avec ces genres de véhicules. Les véhicules qui viennent maintenant sont pratiquement des véhicules neufs. Mais il faut toujours sensibiliser. Comme M. Koulibaly le disait, les déchets domestiques. Il y a un vrai problème sur les déchets domestiques. Comme je le disais tantôt, le comportement. Ecoburning dépose des bacs à poubelle pratiquement dans chaque quartier. On constate que certaines personnes ne mettent pas les ordures dans ces bacs-là. Ils les mettent juste à côté. Ils les mettent juste à côté. Par terre, même le sol. Par terre, c'est pas son problème, et puis il prend sa route, il s'en va. C'est pas bon. Donc, et quand une personne fait, une autre vient faire, ainsi de suite, ça fait un tas d'ordures là. Mais dites-vous que les gars de Yoko, bien sûr qu'ils sont payés, mais c'est des humains. Ils fournissent des efforts. Donc, n'essayons pas de compliquer la chose, on essaie de faciliter. J'ai failli me faire gifler un jour à Djamé, un monsieur qui a bu un sachet d'eau et qui l'a jeté sur le trottoir. Je l'ai interpellé, il dit, mais monsieur, c'est pas normal, l'État interdit ça, il y a des poubelles partout, vous prenez. Le monsieur, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais où est votre problème? Il m'a montré plein de sachets traînants. Qui traînent. Pourquoi c'est lui que pourquoi c'est lui que je viens interroger? J'ai dit, non, bon, comme tu es jeune comme moi. Il m'a dit, non, il est rentré dans une colère, donc je n'ai pas voulu insister, j'ai laissé tomber. Vous voyez un peu, oui. C'est sur ces gens de personnes que l'État doit travailler. Sensibiliser. Et vous, en tant qu'ONG, également, vous êtes là pour apporter la sensibilisation. De la sensibilisation pour aider. La propriété, elle est personnelle aussi. Une personne
il faut qu'elle soit aussi civilisée. Mais la plupart du temps, les gens, ils sont propres chez eux. Hein. Oui. Ils balayent et c'est dehors qu'ils jettent. Voilà. Personne ne considère le trottoir. Pour eux, la propriété, c'est le trottoir, limité qu'à la maison. C'est le bien commun. Et ce qui est commun, là, il faut vraiment le protéger. Si je fais je prends un exemple, je fais du gémophotisme sur ce qui vous appartient et ce qui m'appartient à nous, ce qui nous appartient, je fais du gémophotisme, mais il va sans dire que ça va vite se dégrader. Ouais. Or, si vous en prenez soin, moi j'en prends soin. Je trouve là, je meurs, ma génération qui va suivre va venir trouver ça. Eux, ils prennent soin. Ainsi de suite, c'est des économies. Et puis, nous pouvons prendre ces économies-là, construire d'autres choses. D'accord. On parle toujours des facteurs et des causes. Il y a des femmes qui se débrouillent dans les marchés, qui fument du poisson pour pouvoir les mettre en vente. Ces femmes, il a été démontré qu'elles sont aussi exposées à la fumée. Et ça joue sur l'espérance de vie. C'est des problèmes qui sont généralisés. C'est des problèmes qui sont... toute l'Afrique subit ce genre de problèmes parce que il faut reconnaître que nous avons aussi une pauvreté criarde. Les gens ne font pas... Quand tu vas arracher quelque chose à quelqu'un, il faut lui donner une autre palliative pour qu'il puisse manger. On ne peut pas lui dire, faut pas... Madame, ne grillez pas votre poisson avec le bois. Mais il faut qu'on lui trouve un autre bois. Pour qu'elle puisse... Quelque chose de plus écologique, voilà, qui limite les... Qui va lui limiter les dégâts. Donc, en même temps, quand on lui dit de ne pas faire avec ce bois-là, mais il faut qu'on lui trouve un autre bois qui va lui permettre de faire le travail. D'accord, il y a l'exemple de la Côte d'Ivoire, hein, avec la décharge d'Akwédo. Dieu merci, la décharge a été fermée. Mais c'était une source de pollution, on dirait même. Effectivement, puisque quand les ordures sont entassées, je ne sais pas si vous êtes arrivé à Akwédo, je crois que vous avez le matin, 6h, 7h par là. Mais de loin, vous voyez un gaz. La fumée, ouais, la vapeur qui monte. Du coup, tu sens que non, il y a quelque chose qui dégage ces ordures-là. C'est du gaz. Dieu merci, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, la décharge d'Akwédo, elle est fermée. Et on a des structures qui sont bien équipés, qui sont sur le terrain, qui sont éco-urbanés et Coty, qui font de bon travail, très 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 bon travail. Je voulais les encourager à continuer dans ce sens. La plupart du temps en Afrique, quand on ne voit pas les conséquences directes des actes qu'on pose, on a l'impression que ça ne fait rien à personne. Hein, vous prendrez quelqu'un dans la rue, il est en train de fumer une cigarette, ou il y a de la fumée d'échappement, il dira que ça ne tue pas Africain. Hein, devant de telles situations, vous, qu'est-ce que vous leur dites en matière de conséquences sur la vie de l'homme, sur la nature elle-même? On parle toujours de la pollution de l'air. Bon, essayer de sensibiliser sincèrement une personne est vraiment très difficile. Hein? Parce que c'est quelque chose, il faut arriver à trouver les mots justes pour pouvoir, à ce que la personne elle-même se sente coupable de ce qu'elle est en train de faire. Mais vous êtes formé pour ça, hein, donc vous faites tant mieux que mal. Au fait, le problème c'est quoi? Comme je le disais tantôt, c'est la mentalité. C'est la mentalité toujours. Si votre mentalité a été changée, ouais, il y a une possibilité que les autres soient changées. La mentalité, sur au moins 10 personnes en Côte d'Ivoire, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, sur au moins 10 personnes en Côte d'Ivoire, tu trouves 10 jeunes qui sont là. Tu leur dis, ah bon, allons-y, on va nettoyer peut-être le marché du quartier. Mais ils te diront que non, mais ça ne va pas chez toi. Il n'a pas ce temps. Il n'a rien à faire malgré qu'il est assis. Il va dire, mais ça ne va pas chez toi. Pourquoi lui, il va aller nettoyer le marché? Mais qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? Maintenant, le problème, qu'est-ce qu'il oublie? Lui, il fréquente le marché. Sa femme fréquente le marché, peut-être ses enfants, sa mère aussi. Donc les ordures, les ordures qui sont dans le milieu. On est tous exposés. Et même les consommateurs directs de ce marché. Voilà. Amener cette personne à aller nettoyer le marché, il trouve que pour lui, il est trop grand pour aller nettoyer un marché. C'est pas possible. Ceux qui le font n'ont rien à faire. Voilà. C'est ce qu'ils se disent. Donc c'est ça le vrai problème en Côte d'Ivoire ici. Ce que nous voulons dire aux ONG et à l'État de Côte d'Ivoire, c'est de sensibiliser là où il faut. Quand je dis sensibiliser là où il faut, c'est quoi? L'État peut mettre des milliards dans la sensibilisation du traitement des déchets. Mais on ne peut pas venir au Vallon ici
est investi peut-être au moins 10 milliards dans la sensibilisation des déchets. Puisque quand tu es là, tu vois un peu que les déchets sont mieux traités. Mais allez-y dans les quartiers précaires, vous allez voir comment les déchets sont traités. Et donc l'influence sur la vie des populations et surtout sur la vie des enfants. Voilà. Et là encore, c'est encore plus dangereux. Parce que les enfants n'ont pas conscience de ce qui se passe. Ils n'y sont pour rien. Ils n'y sont pour rien. Si le père ou la mère n'ont pas vocation à être propre, ce n'est pas l'enfant qui va être propre. L'enfant, lui, il ne fait que jouer là dans le milieu où il se trouve. Donc, c'est le père et la mère qui doivent rendre le milieu de l'enfant insalubre, et puis l'enfant peut jouer tranquillement. Mais le père, même, le matin, il se lève, il n'a pas à manger, il s'en fout. Il est parti. La maman qui reste à la maison, peut-être, on peut dire, qui peut balayer même devant sa porte, n'a même pas le temps de ça. D'accord, parlons des grandes sources de pollution. L'Afrique est en train de s'industrialiser. Cela fait débat lorsqu'on se retrouve dans les COP. Et à la dernière COP également, ça a été des débats qui n'en finissaient pas. On se souvient que les grands pays sont les grands pollueurs, mais l'Afrique, jeune continent, est en train de se développer et veut créer des industries. Mais ces industries polluent. Effectivement, ces industries polluent l'air. Mais pour le moment, comme on n'est pas encore arrivé à ce stade, le problème c'est quoi? Est-ce que ces entreprises-là, parce qu'on a du mal avec le peu d'entreprises qu'on a en Afrique ici à respecter les normes. Comme vous l'avez dit, généralement les gens se disent quoi? Ça ne tue pas l'Africain. Les gaz, ça ne tue pas l'Africain, ça c'est rien, ça ne tue pas l'Africain, c'est les Blancs qui ça tue. Mais non, c'est faux. Quand on prend le taux de mortalité en Afrique comparé à l'Europe, mais c'est pas possible. Quand tu regardes ces différents taux-là, tu vois que non, on met plus que les Européens. Pourquoi? Parce qu'on est exposé, on se dit quoi, ça fait rien. On a le gaz, le charbon et le pétrole qui polluent. Ces industries utilisent ces matières pour faire la transformation des matières premières. Donc, forcément, on serait... Oui, c'est la même question. Aujourd'hui, on a un danger qui nous guette à l'horizon. Si rien n'est fait, nous allons, des décennies plus tard, avoir vraiment du mal à restaurer notre air. Nous avons des usines aujourd'hui qui polluent la lagune déjà, parce que la lagune même que vous voyez, elle est déjà polluée. Nous avons des usines qui jettent dans l'air des produits qui ne sont pas traités. Et on a le cas aujourd'hui de l'Inde qui a le Gange qui n'est même pas utilisable comme l'eau pour boire. Et c'est un vrai réel problème chez eux parce qu'ils ont le sol qui est pollué, ils ont l'air qui est pollué. Et nous, c'est ce genre de problème qui est en train de nous guetter. Dans quelques décennies plus tard, nous allons avoir plus grave que ces Indiens-là parce que nous, si nous avons ces problèmes-là, nous n'aurons pas de solution. Pourquoi? Puisque nous allons justement parler de solutions maintenant. Généralement... C'est quoi? C'est les moyens? C'est les moyens qu'on n'a pas. Et puis... Donc mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. C'est pas la peine d'aller créer des problèmes et chercher leurs solutions. Mieux vaut sensibiliser. Oui. Mais parlons tout de même des solutions, de ce qu'on vit comme problème. On parle de la pollution de l'air, les enfants sont les plus touchés, on a vu les conséquences, il y a les maladies, on en meurt, le taux est élevé. On a vu également que l'espérance de vie également est réduite. Mais face à toutes ces réalités, qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition ONG? Moi, je pense que présentement où nous sommes, nos gouvernements doivent prendre des résolutions vis-à-vis des entreprises pollueuses. Ils vont payer des taxes, ils vont mieux traiter les déchets, et puis il faut qu'ils insistent sur le fait que celui qui déverse dans la lagune, il faut qu'ils aient des contrôles. Ces entreprises doivent être contrôlées. Il faut que ces entreprises déposent des bilans qui va démontrer que réellement ils traitent les déchets avant de les rejeter. Parce que si c'est des mesures, c'est des petites mesures qui peuvent être prises, mais qui peuvent nous éviter beaucoup de catastrophes. D'accord. Et vous, ONG, pendant que le gouvernement prend des mesures
comme on dit souvent, juridiquement contraignantes. Vous, ONG, qu'est-ce que vous entendez faire? Puisque vous êtes dans la proximité, vous connaissez, vous allez souvent dans les villages, parce que ce n'est pas seulement dans les zones urbaines qu'il y a de la pollution, aussi dans les villages, dans les zones rurales. Les gens réunissent leurs ordures, ils les brûlent, ils ne savent pas à quoi ils sont exposés, et puis voilà. Bon, dans ces temps-ci, nous, par exemple, de notre côté, nous avons tenté d'essayer de sensibiliser les gens un peu sur le fait de brûler des ordures, parce que quand ils brûlent les ordures, il y a des dégâts, des dégagements de CO2, des trucs, des risques d'incendie, voilà. Donc, du coup, on essaie de sensibiliser un peu nos frères, nos jeunes sœurs, pour qu'ils essayent d'éviter de brûler des ordures. Placez vos ordures, prenez la peine d'aller les mettre dans les bacs à ordures. Des gens sont payés pour pouvoir débarrasser ces ordures-là, et puis vous rendre insalubre, et puis si vous êtes propre, votre santé en dépend aussi. D'accord. Toujours nous sommes dans les propositions. Oui, comme M. Coulibaly l'a dit, nous, ONG, nous avons pour objectif la sensibilisation sur le terrain de nos populations. Et nous les sensibilisons, éviter les cas de maladies, les infections. Si l'environnement est propre, on sera en bonne santé. Maintenant, ce que nous attendons de l'État, c'est quoi? Nous voulons que l'État s'appuie souvent sur ces ONG, puisque nous sommes plus en contact avec la population. Nous pourrons, si l'État nous aide, nous pourrons faire plus que ce qu'on fait déjà sur le terrain. D'accord. L'autre question que je voudrais poser, on prend souvent des mesures qui ont du mal à pouvoir s'exécuter sur le terrain. Je cite quelques exemples. L'interdiction de l'usage de production des sachets plastiques. Tout à l'heure, vous parliez des entreprises, des industries qu'il faut contrôler. Vous avez dit quelque chose de très important. Il faut qu'on aille sur le terrain pour contrôler l'effectivité de la mise en place. Pourquoi ça ne marche pas? On prend des lois, on prend des décisions. C'est comme ça. Et en Afrique, l'Afrique, c'est le vrai problème de l'Afrique, et puis généralement la Côte d'Ivoire. C'est le problème des Ivoiriens. Il y a certaines personnes qui se croient au-dessus des lois. L'État applique peut-être une loi, interdiction de sachets plastiques. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Comme vous le dites, elle n'est pas respectée, puisque les usines continuent de produire ces sachets-là. S'il y a production, il va y avoir utilisation. Il va y avoir utilisation, on continue, mais quelles sont ces personnes qui doivent contrôler ces entreprises? Est-ce que le travail est fait ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous, ONG, vous pouvez dire par exemple à des personnes, c'est vrai qu'on produit, mais n'utilisez pas, est-ce que ça va être fait? Non, mais c'est impossible. C'est possible. Tant qu'on produit, il y a utilisation. Moi, c'est possible et impossible. Pourquoi c'est possible? Possible et impossible. Oui, possible et impossible. Pourquoi c'est impossible? Puisque tu ne peux pas aller dire à quelqu'un de ne pas payer ses sachets. Puisque peut-être le sachet biodégradable coûte au moins 100 francs ou 150 francs. Beaucoup plus cher. Il coûte un peu plus cher que le sachet qui n'est pas bio. Voilà, qui n'est pas bio. Si je lui dis d'aller acheter, de ne pas acheter les sachets plastiques, il doit être en mesure de lui donner peut-être au moins 150 francs pour qu'il s'achète un sachet biodégradable. Parce que tu ne peux rien lui donner, il ne faut pas lui demander de faire quelque chose. Il ne faut pas lui demander, oui, pourquoi je dis c'est possible et impossible. Je me dis que l'État, quand un gouvernement prend des mesures, il faudrait qu'il soit capable et en mesure de faire respecter ces décisions-là. Je dis, on ne fabrique plus, on n'utilise plus. Donc je crée une brigade de contrôle spécialisée dans ça. Non, mais la brigade, elle est là. Elle est là, mais elle n'agit pas. Le ministère a une brigade de salubrité. Malheureusement, est-ce que vous la voyez sur le terrain? Voilà, il y a une brigade la brigade verte. Il faudrait il faut les voir sur le terrain. C'est comme je le disais tantôt, le problème c'est quoi? Est-ce que le travail est bien fait? C'est ce que l'État doit se poser ces questions. Qu'est-ce qui empêche ces gens-là de faire le travail? Oui. Donc on continue avec le contrôle, oui. Voilà, c'est pourquoi je parlais de contrôle. Il ne suffit pas de crier pour dire qu'on a mis une brigade en place. Il faut des gens pour contrôler cette brigade-là. Il faut des personnes, parce que puisque nous savons bien qu'en Afrique ici,
si vous faites un pas, il faut qu'on sache que vous avez fait un pas. Sinon, celui qui est derrière, il s'en fout. Qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, chez les autres, ça marche, par exemple? Voilà, parce que c'est l'efficacité et la rigueur. En fait, le problème, c'est quoi? rigueur. Quand on prend l'exemple des pays européens, il y a les ONG qui sont là. Prends le cas, on est dans le cadre de la salubrité. Quand tu es dans un pays européen, les ONG qui sont dans la salubrité sont appuyées par le ministère de la salubrité, n'est-ce pas? Elles ont les moyens adéquats pour exercer sur le terrain. Maintenant, en Afrique, par manque de moyens, on n'est pas riche comme les pays européens. L'État fait du mieux qu'il peut. Nous aussi, en tant qu'ONG et association, on fait du mieux qu'on peut. D'accord, très bien. Mais on n'a pas les moyens qu'il faut pour être efficace sur le terrain. C'est ça le problème. Si l'État pouvait... Efficace, mais pas à 100% peut-être. Oui, vous voyez pourquoi je dis... On parlera plus tard certainement de l'efficacité des ONG voilà. sur le terrain, mais nous retenons que vous avez votre part de responsabilité Effectivement. dans la lutte contre la pollution de l'air. Les gouvernants, nos États africains font ce qu'ils peuvent, quand bien même il y a beaucoup, Voilà. il y a beaucoup à faire. C'est ce que nous avons retenu dans ce que vous avez dit, la pollution de l'air vraiment gangrène l'Afrique et surtout l'Afrique subsaharienne. Merci à M. Doumbia Yaya, vice-président de l'ONG Salubrité et Hygiène, d'avoir accepté de partager son expérience avec nous sur ce plateau. Merci bien. Merci également à M. Koulibaly Aboubakar, qui est secrétaire général de l'association de lutte contre l'insalubrité. Merci de continuer à travailler pour le continent africain, pour son développement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.